C'était le 6 avril 1945, dans les eaux agitées de la mer intérieure du Japon. À bord du plus grand cuirassé jamais construit par l'humanité, l'amiral Seiichi Ito se tenait sur la passerelle, le visage marqué par une résignation glaciale. Autour de lui, les officiers du Yamato observaient en silence les côtes japonaises qui s'éloignaient lentement. Ils savaient tous la vérité. Cette mission n'avait pas de retour prévu. Le carburant embarqué suffisait à peine pour atteindre Okinawa, pas pour revenir. Le monstre d'acier de 70 000 tonnes entamait son dernier voyage, une mission suicide déguisée en opération militaire. Le Yamato était une montagne flottante. Ses canons principaux de 460 mm, les plus puissants jamais installés sur un navire de guerre, pouvaient projeter des obus d'1,5 tonne à plus de 42 km. Sa cuirasse atteignait 410 mm d'épaisseur sur les tourelles principales, conçues pour résister à n'importe quel projectile ennemi. Pourtant, en ce matin d'avril, ce titan de la marine impériale japonaise naviguait vers sa destruction certaine. L'ironie était cruelle. Le navire qui devait incarner la suprématie du Japon sur les océans allait servir de sacrifice désespéré. Un geste plus symbolique que stratégique. Dans les coursives du bâtiment, l'atmosphère était lourde d'une tension presque palpable. Les 3332 hommes d'équipage connaissaient leur destin. Beaucoup avaient enlaissé des lettres d'adieu à leur famille. Certains avaient coupé des mèches de cheveux et des ongles pour que leurs proches aient quelque chose à enterrer. Le commandant Kosaku Haruga avait réuni ses officiers la veille du départ et leur avait dit la vérité sans détour. Cette mission s'appelait Opération Tengo, le chemin céleste, un nom poétique pour masquer une réalité brutale. Ils allaient s'échouer sur les plages d'Okinawa et servir de batterie côtière jusqu'à ce que les Américains les détruisent. C'était une mort annoncée, ordonnée par un commandement qui avait perdu tout espoir rationnel de victoire. Le convoi qui accompagnait le Yamato était dérisoire face à la puissance aéronavale américaine qui les attendait. Le croiseur léger Yahagi et 8 destroyers formaient en l'escorte. Pas un seul porte-avions pour fournir une couverture aérienne. L'aviation japonaise, décimée par 3 années de guerre d'attrition, ne pouvait plus protéger ses propres navires. Les cieux appartenaient désormais aux Américains, et tout le monde le savait. Pourtant, les moteurs diesel du Yamato vrombissaient avec une puissance régulière, propulsant le géant à 20 nœuds vers le nord, vers Okinawa, et vers l'inévitable. Au début de la guerre du Pacifique, le Yamato représentait le summum de l'ambition navale japonaise. Sa construction avait commencé en 1937 dans le plus grand secret, dans l'arsenal naval de Kure. Les ingénieurs japonais avaient conçu un monstre destiné à dominer tous les cuirassés ennemis. Avec ses 263 mètres de longueur et son déplacement de 72 800 tonnes à pleine charge, il surpassait de loin les plus grands navires américains ou britanniques. Son armement principal de 9 canons de 460 mm répartis en 3 tourelles triples pouvait théoriquement couler n'importe quel navire de surface à l'horizon. Sa cuirasse, forgée dans les aciéries les plus avancées du Japon, devait le rendre pratiquement invulnérable aux tirs ennemis. Le projet Yamato était né d'une doctrine stratégique japonaise appelée Kantai Keisen, la bataille décisive de la flotte. Les amiraux japonais rêvaient d'une confrontation titanesque entre cuirassés dans le Pacifique, où la supériorité technique du Yamato et de son sister ship, le Musashi, garantirait la victoire du Japon. Ils investirent des ressources colossales dans ces géants. Le coût de construction du Yamato s'éleva à 250 millions de yens de l'époque. Une somme astronomique qui aurait pu financer la construction de milliers d'avions. Cette décision stratégique se révélerait catastrophique. La guerre navale avait changé. L'ère des cuirassés s'achevait. L'ère des porte-avions et de l'aviation navale avait commencé, et le Japon n'avait pas produit assez d'avions ni formé suffisamment de pilotes pour maintenir sa supériorité aérienne. Lorsque le Yamato fut finalement mis en service en décembre 1941, juste après Pearl Harbor, il devint immédiatement le fleuron de la flotte combinée japonaise. L'amiral Isoroku Yamamoto, l'architecte de l'attaque de Pearl Harbor, en fit son navire amiral. Pourtant, le destin du cuirassé fut marqué par une ironie cruelle dès le début. Pendant la bataille de Midway en juin 1942, le tournant décisif de la guerre du Pacifique, le Yamato navigua au sein de la flotte principale, mais ne tira jamais un seul coup de canon. La bataille
se déroula entièrement dans les airs, avec des avions basés sur des porte-avions décidant du sort de la confrontation. 4 porte-avions japonais coulèrent ce jour-là, détruisant l'épine dorsale de la puissance aéronavale nippone. Le Yamato, avec toute sa puissance de feu, resta spectateur impuissant. À ce moment de la guerre, en avril 1945, la situation du Japon était désespérée. Les Américains avaient conquis les Philippines, Iwo Jima, et assiégeaient maintenant Okinawa, aux portes mêmes du Japon. Les bombardiers B-29 incendiaient les villes japonaises nuit après nuit. La marine impériale n'existait plus en tant que force de combat cohérente. Ces porte-avions étaient détruits ou hors d'état de combattre, faute de pilotes expérimentés et d'avions. Le carburant manquait cruellement. Les sous-marins américains avaient coupé les lignes d'approvisionnement maritime. Dans ce contexte apocalyptique, le haut commandement japonais décida de sacrifier le Yamato dans une dernière démonstration de l'esprit guerrier du Bushido. C'était du gaspillage pur, mais la logique militaire rationnelle avait déserté Tokyo depuis longtemps. Le plan était aussi simple que suicidaire. Le Yamato et son escorte devaient foncer vers Okinawa, combattre leur chemin à travers la flotte américaine, s'échouer sur les plages et utiliser leurs canons comme artillerie côtière pour soutenir les défenseurs japonais de l'île. Les équipages devaient ensuite abandonner les navires et rejoindre les forces terrestres pour combattre jusqu'à la mort. Personne ne s'attendait à ce qu'un seul homme survive. L'amiral Ito, commandant de l'opération, avait protesté contre cette mission insensée, mais ses objections furent balayées. L'honneur exigeait ce sacrifice, lui dit-on. Le Yamato devait mourir en combattant plutôt que de rester inactif dans un port pendant que les bombes américaines le coulaient. Au moins, cette mort aurait une certaine dignité martiale. Le 6 avril, à 16h ans, le convoi du Yamato passa le détroit de Bungo et entra dans les eaux du Pacifique. La mer était relativement calme, mais le ciel portait des nuages menaçants. Sur la passerelle, l'amiral Ito savait que leur position avait déjà été repérée. Les sous-marins américains patrouillaient ces eaux en permanence. Effectivement, moins de 2 heures après avoir quitté la mer intérieure, le sous-marin USS Threadfin détecta le groupe de navires japonais et transmit immédiatement un rapport de contact. À bord du Yamato, les opérateurs radars détectèrent des signaux d'avions de reconnaissance américains qui les suivaient à distance respectable. Le piège se refermait déjà. La nuit tomba, offrant un bref répit. Le convoi maintint sa route vers le nord à 20 nœuds, zigzagant pour compliquer la tâche des sous-marins ennemis. Dans les postes de combat, les servants des canons anti-aériens vérifiaient leurs munitions. Le Yamato disposait d'un armement anti-aérien considérable. 12 canons de 127 mm à double usage, 152 canons de 25 mm et 4 canons de 13,2 mm. Sur le papier, c'était impressionnant. Dans la réalité, les Américains allaient arriver en nombre si massif que même cette puissance de feu ne suffirait pas. Les marins japonais le pressentaient. Certains dormaient à leur poste, sachant que ce serait peut-être leur dernière nuit. D'autres écrivaient des dernières pensées dans leurs journaux personnels. L'aumônier du navire conduisit des prières discrètes dans plusieurs compartiments. Le 7 avril à l'aube, le ciel s'éclaircit progressivement. C'était une journée qui serait parfaite pour les aviateurs américains. Une visibilité excellente, une mer relativement calme. À 06h, les vigies du Yamato repérèrent des avions de reconnaissance américains qui tournaient autour du convoi, restant prudemment hors de portée des canons. Ces avions transmettaient continuellement la position, le cap et la vitesse du groupe japonais. À bord du porte-avions USS Essex et de ses sister ships de la Task Force 58, les pilotes reçurent leurs ordres de mission. L'amiral Mark Meacher, commandant des forces aéronavales américaines, ne prenait aucun risque. Il allait lancer une frappe massive, écrasante, qui ne laisserait aucune chance au Yamato. À 08h23, les opérateurs radars du Yamato détectèrent une formation massive d'avions se dirigeant vers eux depuis le sud-est. Les klaxons d'alerte générale résonnèrent dans tout le navire. Les hommes coururent à leur poste de combat. Les canons s'élevèrent vers le ciel. Le commandant Haruga ordonna au navire d'augmenter sa vitesse à 24 nœuds et de commencer des manœuvres d'évitement. Les destroyers de l'escorte se déployèrent en formation défensive autour du Yamato et du croiseur Yahagi. Mais ils savaient tous que c'était insuffisant. Sans couverture aérienne amie, sans porte-avions pour lancer des chasseurs intercepteurs,
Ils étaient des cibles pratiquement sans défense face à la puissance aérienne américaine. À Dizzy, les premiers avions américains apparurent à l'horizon. C'était une armada aérienne comme peu de marins en avaient jamais vu. 386 avions décollés de 11 porte-avions, des bombardiers torpilleurs, Grumman TBF Avenger, des bombardiers en piqué Curtiss SB-2C Helldiver et des chasseurs bombardiers F-6F Hellcat et F-4U Corsair. Ils arrivaient par vagues successives, coordonnant leurs attaques pour submerger les défenses du convoi. Les pilotes américains avaient reçu des ordres clairs, couler le Yamato à tout prix. Ils savaient que ce serait leur seule chance d'abattre le légendaire super cuirassé japonais. L'excitation se mêlait à l'appréhension dans les cockpits américains. Le Yamato avait une réputation presque mythique. Pendant ce temps, à bord du géant japonais, l'amiral Ito observait l'approche des escadrilles ennemies avec une résignation stoïque. Il se tourna vers son état-major et prononça quelques mots que les survivants se rappelleraient plus tard. « Nous allons maintenant montrer au monde comment meurent les marins de l'Empire du Soleil Levant. » Les officiers s'inclinèrent de brièvement, en signe de respect mutuel. Puis vint l'ordre. « Tous les canons, feu à volonté !» Combattez jusqu'au dernier obus. Le grondement des canons anti-aériens du Yamato commença, un tonnerre métallique qui allait durer 2 heures, sans interruption. Le dernier combat du plus grand cuirassé du monde venait de commencer. À 12h32 précisément, la première vague d'attaque américaine se sépara en groupes coordonnés. Les torpilleurs Avenger plongèrent vers le niveau de la mer, approchant à grande vitesse depuis les 2 bords du Yamato. Simultanément, les bombardiers en piqué Helldiver grimpèrent à haute altitude pour effectuer leurs attaques verticales. Cette tactique, baptisée l'enclume et le marteau par les Américains, était spécifiquement conçue pour submerger les défenses anti-aériennes. Si le navire manœuvrait pour éviter les torpilles, il s'exposait aux bombes. S'il restait stable pour tirer efficacement sur les bombardiers en piqué, les torpilles le frapperaient. Le piège tactique était parfait. Les canons anti-aériens du Yamato ouvrirent un feu d'enfer. Les servants des pièces de 127 mm tiraient aussi vite que leurs bras pouvaient charger les obus. Les batteries de canons de 25 mm crachaient des rafales continues, créant un mur de métal dans le ciel. Les douilles vides s'accumulaient sur les ponts dans un vacarme assourdissant. La fumée des tirs devenait si épaisse qu'elle obscurcissait la visibilité des servants. Les premiers avions américains tombèrent, touchés par les tirs japonais. Un Avenger explosa en vol, transformé en boule de feu. Un Helldiver se désintégra sous l'impact d'un obus de 127 mm, mais pour chaque avion abattu, 10 autres continuaient leur attaque. À 12h41, la première torpille frappa le Yamato sur son côté bâbord, à l'avant. L'explosion arracha un morceau de la coque sous la ligne de flottaison. L'eau de mer s'engouffra dans plusieurs compartiments. Immédiatement, les équipes de contrôle des avaries fermèrent les portes étanches, isolant les sections inondées. Le navire gîta légèrement sur bâbord, mais sa construction robuste absorba le choc. 30 secondes plus tard, une deuxième torpille frappa au même endroit, élargissant la brèche. Puis une troisième, à mi-navire. Le Yamato commençait à prendre de la gîte de manière inquiétante. Le commandant Haruga ordonna le contre-noyage des compartiments tribord pour compenser l'inclinaison. Des milliers de tonnes d'eau furent délibérément pompées dans les réservoirs de tribord pour maintenir le navire à niveau. Pendant ce temps, les bombardiers en piqué attaquaient depuis le ciel. Les Helldivers plongeaient presque verticalement, lâchant leurs bombes de 500 et 1000 livres depuis 2000 mètres d'altitude. Les bombes sifflaient en tombant, un son terrifiant pour les marins sur le pont. La première bombe toucha la tourelle numéro 2, sans pénétrer la cuirasse massive de 650 mm. Mais l'impact fut si violent que plusieurs servants furent tués par le choc à l'intérieur. Une autre bombe transperça le pont principal et explosa dans les quartiers des officiers, déclenchant un incendie féroce. Les équipes de pompiers accoururent avec leurs lances, mais les flammes se propageaient rapidement dans les coursives étroites. À 13h02, une bombe de 1000 livres pénétra le pont arrière et détruisit une des salles de machines. L'explosion tua instantanément des dizaines d'ingénieurs et de mécaniciens. La vitesse du Yamato chuta brutalement de 24 à 18 nœuds. Perdre de la vitesse dans une bataille aérienne était catastrophique. Le navire devenait une cible encore plus facile. Une autre torpille frappa alors le côté bâbord,
puis une cinquième, puis une sixième. L'eau envahissait maintenant des sections entières du navire. Les pompes fonctionnaient à pleine capacité, mais elles ne pouvaient pas compenser l'afflux massif d'eau. La gîte atteignit 8 degrés sur bâbord. Les objets non fixés commençaient à glisser sur les ponts inclinés. La deuxième vague américaine arriva à 13h20, fraîche et prête, avec 150 nouveaux avions. Les pilotes de la première vague avaient transmis par radio les dégâts observés et les points faibles détectés. Cette fois, les attaques se concentrèrent sur le côté bâbord, déjà endommagé. Les Américains savaient qu'en concentrant les torpilles d'un seul côté, ils empêcheraient le contre-noyage de fonctionner efficacement. Le Yamato serait condamné à chavirer. La tactique était clinique, impitoyable, efficace. Les torpilleurs Avenger volaient si bas que leurs hélices effleuraient presque les vagues. Les servants des canons de 25 mm japonais tiraient dans un désespoir frénétique, leurs canons surchauffant sous le tir continu. Torpille après torpille, le côté bâbord du Yamato fut martelé méthodiquement. La 7e torpille, la 8e, la 9e, chaque explosion secouait le navire géant, comme si un titan invisible le frappait avec un marteau titanesque. Les structures internes commençaient à céder sous la pression. Des rivets sautaient, projetés comme des balles. Les cloisons étanches, conçues pour contenir les inondations, commençaient à se fissurer sous le poids de l'eau. Dans les compartiments inférieurs, des marins se retrouvaient piégés dans l'obscurité totale, l'eau montant inexorablement autour d'eux. Certains se noyèrent dans les coursives submergées, incapables de trouver une sortie dans le labyrinthe métallique du navire mourant. À 13h40, le destroyer Amakase, l'un des navires d'escorte, explosa soudainement après avoir été frappé par plusieurs bombes. Il se brisa en deux et coula en moins de 3 minutes, emportant la totalité de son équipage. Le croiseur Yahagi, criblé de torpilles et de bombes, luttait désespérément pour rester à flot, son pont arrière entièrement submergé. Les autres destroyers, eux-mêmes gravement endommagés, ne pouvaient offrir aucune aide au Yamato. Chaque navire combattait pour sa propre survie. Le convoi japonais se désintégrait sous le déluge de feu et d'acier américain. Sur la passerelle du Yamato, l'amiral Ito observait la destruction de sa force avec un calme surréaliste. Des rapports d'avarie arrivaient de toutes les sections du navire. Inondation majeure dans les soutes avant. Incendie incontrôlable dans la section centrale. Perte de communication avec l'arrière. Gouvernail partiellement bloqué. Vitesse réduite à 12 nœuds, gîte atteignant 15 degrés. À 13h50, il donna son dernier ordre. Il libéra les membres d'équipage non essentiels de leur poste, leur ordonnant de chercher refuge sur le pont supérieur ou de sauter par-dessus bord pour tenter de survivre. Puis, il ordonna à son officier de transmission de détruire tous les codes et documents secrets. La fin approchait. À 14h05, une 10e torpille frappa le Yamato sur bâbord, suivie presque immédiatement par une 11e et une 12e. Le cuirassé gîtait maintenant à 20 degrés. Les canons anti-aériens de tribord ne pouvaient plus pointer vers le ciel, leurs angles de tir rendus impossibles par l'inclinaison. Seules les batteries de bâbord continuaient à tirer, mais leur efficacité diminuait rapidement. Sur les ponts inclinés, les marins glissaient, s'agrippant désespérément aux garde-corps et aux équipements. Certains perdaient en prise et tombaient à la mer. Le commandant Haruga, depuis la passerelle maintenant sévèrement inclinée, ordonna à tous les hommes d'évacuer le navire. Le Yamato était perdu. Il était temps de sauver ceux qui pouvaient encore l'être. À 14h20, la gîte atteignit 35 degrés. Le gigantesque navire se couchait lentement sur son côté bâbord, ses immenses tourelles principales pointant maintenant horizontalement vers la mer. Les hommes couraient, grimpaient, tentaient désespérément d'atteindre le côté tribord qui se relevait vers le ciel comme une falaise d'acier. Beaucoup glissèrent et tombèrent dans l'océan. D'autres sautèrent volontairement, préférant risquer la noyade plutôt que d'être aspirés par le navire lorsqu'il coulerait. Le destroyer Yukikaze, miraculeusement encore indemne, s'approcha aussi près qu'il osait pour tenter de récupérer des survivants, mais les avions américains continuaient leurs attaques, forçant le destroyer à manœuvrer frénétiquement. À 14h23, quelque chose de catastrophique se produisit dans les entrailles du Yamato. Alors que le navire se couchait complètement sur son flanc, l'eau de mer atteignit les soutes à munitions des tourelles avant, chauffées à blanc par les incendies qui faisaient rage depuis plus d'1 heure.
L'eau froide entra en contact avec les obus surchauffés. Une explosion titanesque secoua l'air. La section avant du Yamato explosa avec une violence apocalyptique. Une boule de feu géante de 600 mètres de diamètre s'éleva dans le ciel, visible depuis plus de 200 kilomètres. Le souffle de l'explosion fut si puissant qu'il renversa plusieurs avions américains qui volaient à proximité. Un champignon de fumée noire et de flammes monta jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Le monstre d'acier de 70 000 tonnes se brisa en deux. La section avant coula immédiatement, disparaissant dans les profondeurs en moins d'une minute. La section arrière, retournée complètement à l'envers, flotta encore quelques instants avant de glisser lentement sous les vagues. Il était 14h23. Le Yamato avait combattu pendant 2 heures sans interruption. Il avait encaissé au moins 10 torpilles et 7 bombes directes, peut-être plus. 3056 hommes périrent avec lui, piégés dans le navire, tués par l'explosion ou noyés dans l'océan. Parmi eux, l'amiral Ito et le commandant Haruga, qui avaient choisi de rester sur la passerelle jusqu'à la fin. Seulement 277 hommes furent secourus par les destroyers survivants. Dans les heures qui suivirent le naufrage, les destroyers japonais survivants, le Yukikaze, le Fuyuzuki et le Suzutsuki gravement endommagés, parcouraient les eaux jonchées de débris et de corps, tentant désespérément de sauver les naufragés. L'océan était couvert d'huile en feu, de morceaux de métal tordus, de gilets de sauvetage déchirés, et de marins blessés luttant pour rester à flot. Les destroyers ne purent rester longtemps. Les avions américains, ayant achevé leur mission, repartaient vers leur porte-avions, mais ils pouvaient revenir. Les navires japonais restants mirèrent le cap vers le Japon, transportant les quelques survivants traumatisés de l'opération Tengo. Le croiseur Yahagi avait coulé 20 minutes avant le Yamato, emportant 446 hommes. 4 destroyers de l'escorte avaient également été envoyés par le fond. Sur les 10 navires qui avaient quitté le Japon avec tant de détermination sombre, seuls 4 rentrèrent au port, tous gravement endommagés. L'opération Tengo avait été un désastre complet et prévisible. Les Américains, de leur côté, perdirent seulement 10 avions et 12 aviateurs. Le déséquilibre était choquant. Le super-cuirassé qui avait coûté des années de travail et des ressources colossales avait été détruit en 2 heures par des avions basés sur des porte-avions. La leçon stratégique était brutale et définitive. Lorsque la nouvelle du naufrage du Yamato atteignit Tokyo, elle fut accueillie avec un mélange de chagrin et de résignation. La propagande officielle transforma l'événement en un exemple glorieux du sacrifice ultime pour l'Empire. Les journaux parlèrent du noble destin du cuirassé et de son équipage héroïque. Mais pour les officiers navals survivants et les stratèges lucides, la perte du Yamato symbolisait l'effondrement complet de la doctrine navale japonaise. Le navire qui devait apporter la victoire décisive n'avait jamais eu sa chance de combattre la bataille pour laquelle il avait été conçu. Au lieu de cela, il avait servi de cible sacrificielle dans une opération sans espoir, ordonnée par des hommes qui refusaient d'accepter la réalité de la défaite imminente du Japon. Les survivants du Yamato portèrent le poids de cette tragédie pour le reste de leur vie. Beaucoup souffrirent de ce que nous appelons aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. Ils avaient vu leurs camarades mourir par centaines, piégés dans les compartiments inondés ou brûlés vifs dans les incendies. Ils avaient entendu les cris des hommes coincés derrière les portes étanches scellées, condamnés à une mort certaine pour sauver d'autres sections du navire. Un survivant, Mitsuru Yoshida, officier sur le croiseur Yahagi, écrivit plus tard un mémoire poignant intitulé « Requiem pour le cuirassé Yamato », dans lequel il décrivait l'absurdité et l'horreur de cette mission suicide. « Nous savions tous que nous allions mourir », écrivit-il. Ce qui nous hantait n'était pas la peur de la mort, mais le gaspillage insensé de tant de vies pour rien. L'épave du Yamato repose maintenant à 340 mètres de profondeur au large d'Okinawa, à la position 30°22 128°04. En 1985, une expédition sous-marine découvrit et filma les restes du géant. Les images montrèrent une carcasse brisée, presque méconnaissable, colonisée par des coraux et habitée par des poissons. Les immenses tourelles principales gisaient renversées sur le fond marin. La coque, fendue en deux par l'explosion catastrophique, s'était effondrée sur elle-même. C'était un tombeau de guerre,
le lieu de repos final de plus de 3000 marins japonais. Le gouvernement japonais déclara le site zone protégée, interdisant toute tentative de récupération ou de pillage. Les victimes du Yamato méritèrent de reposer en paix. Dans les décennies qui suivirent la guerre, le Yamato devint un symbole complexe et controversé au Japon. Pour certains, il représentait la grandeur tragique de l'effort de guerre japonais. Un monument au courage et au sacrifice des marins ordinaires pris dans un conflit qu'ils n'avaient même pas choisi. Pour d'autres, il incarnait l'arrogance et l'aveuglement du militarisme japonais. Un exemple coûteux de ressources mal employées et de vies gaspillées pour une cause perdue. Des films, des livres, des documentaires et même des animes racontèrent son histoire. Le Yamato occupait une place particulière dans la conscience collective japonaise. Un mélange de fierté pour la prouesse technique et d'amertume pour son destin futile. Les leçons tactiques et stratégiques de la fin du Yamato ne furent pas perdues pour les marines du monde entier. L'ère des cuirassés géants était définitivement terminée. La Seconde Guerre mondiale avait prouvé sans équivoque que la puissance aérienne, projetée depuis des porte-avions mobiles, dominait désormais la guerre navale. Aucune cuirasse, aussi épaisse fût-elle, ne pouvait protéger un navire contre des attaques aériennes coordonnées et massives. Après 1945, aucune nation ne construisit de nouveaux cuirassés. Les quelques géants survivants furent soit démantelés, soit transformés en musées. L'avenir appartenait aux porte-avions, aux missiles guidés et aux sous-marins nucléaires. Aujourd'hui, des cérémonies commémoratives ont lieu chaque année au Japon en l'honneur des hommes du Yamato. À Kure, où le cuirassé fut construit, un musée maritime expose une réplique à l'échelle du navire et raconte son histoire. Des vétérans survivants, ceux qui restent encore en vie, se réunissent pour honorer la mémoire de leurs camarades tombés. Ils parlent rarement de la gloire ou de l'héroïsme. Ils parlent surtout de camaraderie, de jeunes hommes qui firent leur devoir même face à une mort certaine et de l'espoir que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Ils parlent aussi, plus doucement, du gaspillage tragique de cette mission, de tous ces talents et ces vies jetés dans une bataille sans espoir par un commandement qui avait perdu le contact avec la réalité militaire. L'histoire du Yamato pose des questions inconfortables sur la nature de la guerre, du devoir et du sacrifice. Était-ce du courage ou de la folie d'obéir à des ordres manifestement suicidaires? Les officiers qui protestèrent contre l'opération Tengo auraient-ils dû refuser plus vigoureusement? Le commandement supérieur qui ordonna cette mission portait-il la responsabilité d'un meurtre de masse déguisé en opération militaire? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Ce qui reste indiscutable, c'est que 3000 hommes sont morts ce jour-là dans les eaux froides au large d'Okinawa, victimes d'une guerre qui était déjà perdue, à bord du plus grand cuirassé jamais construit, qui n'eut jamais l'occasion de combattre la bataille pour laquelle il avait été conçu. Le 7 avril 1945 marqua la fin d'une époque. Le naufrage du Yamato fut le chant du cygne des cuirassés géants, ces cathédrales d'acier qui avaient dominé les océans pendant un demi-siècle. En 2 heures de combat inégal, l'aviation basée sur porte-avions prouva sa suprématie absolue. Le monstre de 70 000 tonnes, avec sa cuirasse impénétrable et ses canons colossaux, fut réduite à une épave brisée au fond de l'océan. 3056 marins japonais périrent ce jour-là. Leur sacrifice servant davantage de symbole politique que d'objectif militaire rationnel. Leur histoire, tragique et poignante, nous rappelle le coût humain terrible de la guerre et l'importance de leaders qui placent la valeur des vies humaines au-dessus de notions abstraites d'honneur et de prestige national. Les rares survivants ont porté le poids de cette journée pour le reste de leur vie, témoins d'un moment où le courage individuel et le devoir se heurtèrent à la futilité stratégique. Le Yamato repose maintenant dans les profondeurs, un monument silencieux à l'ambition démesurée et au sacrifice ultime. Son histoire continue de fasciner et d'instruire, un rappel puissant que la technologie seule ne gagne pas les guerres et que même les armes les plus puissantes deviennent obsolètes face à l'évolution de la doctrine militaire. Si vous avez aimé cette histoire tragique et fascinante du dernier voyage du Yamato, n'hésitez pas à liker la vidéo, laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur ce chapitre sombre de l'histoire navale, et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits captivants de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires extraordinaires
qui ne doivent jamais être oubliés, ces moments où des hommes ordinaires furent confrontés à des circonstances extraordinaires, et où le destin de nations entières se joua sur les flots impitoyables de l'océan.